Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture et tout de suite le sommaire de ce mercredi 7 mars. Du métal à Voisins-le-Bretonneux pour cette 7e édition. Métasos mise sur le métal alternatif. Groupe amateur et tête d'affiche se partageront la scène. Rabelais reprend vie. 50 ans après sa création, l'œuvre de Jean-Louis Barrault retourne sur scène. Un spectacle de troupe foisonnant pensé par Hervé van der Meulen. Et 27 films en compétition. Ce week-end, c'est la 9e édition de l'Ombre d'un cours, le Festival international du court-métrage de Jouy en Josas. 2 jours de projection pour décerner 10 prix. Une folk douce aux accents rock, la rambolitaine Caroline Bio joue ce week-end avec son groupe. Autodidactes et passionnés, ils font la première partie de Pommes à l'usine à Chapeau de Rambouillet. Nous avons assisté à l'une des répétitions. C'est l'histoire d'une femme qui est heureuse dans la vie. Un métier, des enfants, la musique, les amis. Étudiante infirmière en semaine, meneuse d'un groupe le week-end, Caroline Bio chante depuis son enfance. La rambolitaine commence son parcours musical par le chant. En 3e, j'ai été élue soliste de la chorale des Yvelines et j'ai fait ma première scène en fait. Et c'est là que je me suis rendu compte que je voulais plus arrêter, que c'était trop bien. Et du coup, je me suis inscrite à la MJC à des cours de chant. Donc là, ça fait 7 ans. Et ensuite, j'ai acheté une guitare pour pouvoir composer les textes que j'écrivais depuis plusieurs années. Et j'en avais marre d'attendre après des copains pour composer, etc. et jamais pouvoir faire les choses moi-même. De la variété folk, rock, Caroline Bio écrit, influencée par Daniel Balavoine, Gaël Faye et Massive Attack. En septembre dernier, elle sort son premier album avec ses 4 musiciens. Elle est subtile, elle est juste, voilà, mais ça c'est normal. Elle fait passer de belles émotions, quoi. Elle est très sensible à beaucoup de choses et elle le fait vraiment ressortir dans ses musiques. Sur sa porte, une ardoise, si vous pouvez tout écrire. Elle prendra en photo tous les mots qui la feront rire. Une voix cristalline sur des compositions personnelles, Caroline Bio et ses musiciens remontent sur scène le samedi 10 mars. 2 jours de concert à la salle de la Tour à Voisins-le-Bretonneux. Les 9 et 10 mars prochains, c'est la 7e édition de Métalsphère, l'événement métal de Métasos, et son coordinateur est en plateau avec nous. Pierre-Michel Planchon, bonjour. Bonjour. Alors, le fil rouge de cette année, le maître mot, c'est le métal alternatif. Exactement, comme chaque année d'ailleurs, 7e édition. Donc on est super content de pouvoir remettre ça cette année. On a la chance d'accueillir cette année 8 groupes au total sur les 2 jours. Donc ça va bastonner à la salle de la Tour. Ça va bastonner carrément, vous Ouais. attendez de l'ambiance, 2 jours quasi non-stop avec 4 groupes à chaque fois. Exactement, ouais. Et de styles différents, parce que le Métalsphère, le concept, c'est justement d'ouvrir sur l'esthétique métal, parce que le métal, c'est devenu comme le rock'n'roll, un petit peu. Le rock, en fait, c'est un peu fourre-tout. Donc là, il y a une diversité de genres, donc il y en a un peu pour tous les goûts, et on essaye d'avoir cette fraternité. Il y a même des styles qu'on ne s'attend pas, du dance floor metal, du death thrash, du métal progressif. C'est des différences comment dans les sonorités, peut-être parfois. On parle de violence souvent avec le métal, un peu de hargne, il y en a peut-être qui sont plus calmes. Oui, bon, c'est vrai qu'il y en a qui sont un peu plus violents, entre guillemets, enfin plus extrêmes. Je dirais pas violents, parce que justement le des métal... notes plus rapides ou plus aiguës, plus... Voilà, exactement. Je dirais pas le mot violence, parce que généralement, d'ailleurs, le public métal, c'est des gros bisounours. Mais oui, il y a ce côté extrême, et puis il y a une musique qui est un peu plus, on va dire, accessible. Bon, quand on remonte dans le temps, les groupes comme Led Zeppelin, Deep Purple, hein, c'est le début du métal. Ils ont posé les bases. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que, bon, il y a quand même des genres un peu... singulier, hein, j'ai envie de dire, comme Sidi Larsen qui propose du dance floor metal, ou par exemple Anechoic Room. Là, on est sur du dub metal rock qui évolue aujourd'hui quand même plutôt sur un côté post-rock, mais qui propose quelque chose de très intéressant et très original. Alors justement, vous avez cité quelques groupes. Il y en a, ce sont des têtes d'affiche, il y en a, ce sont des groupes locaux. Et c'est le cas de Asia. Lui, le groupe est yvelinois et ils font du deathcore moderne.
C'est ça, complètement. Et en plus, des scores modernes teintés de gent, qui a aussi un petit sous-genre, mais on peut dire ça c'est dans le progressif. Alors, originaire de Morpa, là ils répètent dans nos studios depuis la rentrée, et on avait envie de les accompagner donc, sur cet événement-là. En tout cas, je pense qu'ils sont bien motivés, ils sont super contents de jouer, puis le public, je pense, il les attend avec impatience aussi de Surtout les qu'ils voir ont sorti à la leur tour. premier EP il y a très peu de temps, donc ça C'est leur ça, permet ouais. de continuer à peut-être aussi à progresser. Ah bah complètement, puis la scène c'est une super expérience, il va y avoir le contact avec le public. Pour certains, ils ont déjà aussi l'expérience de la scène, mais c'est vrai que là, ils ont la chance aussi de pouvoir être programmés avec des groupes justement de tête d'affiche nationale, parce que c'est ça aussi le but du Metal Sphere, c'est de valoriser les groupes locaux avec des têtes d'affiche nationales. Alors l'idée, là, on a parlé du Natio et des locaux, et avant de parler des têtes d'affiche, on écoute un petit extrait d'Asia. Alors ce groupe-là, il joue le samedi 10 mars avec Gorod, Prométhéane et Stenga. Alors je ne sais pas si je le prononce très bien. Ah si, c'est ça, c'est Stenga. C'est des groupes là un peu plus habitués peut-être à la scène. Oui, en tout cas, Stenga, ils ont participé au festival Le Wacken. Nous, c'est un peu un coup de cœur aussi, Stenga, parce que c'est un groupe que j'ai découvert l'année dernière avec un copain qui s'appelle Mathias, groupe d'originaire de la région de Lille. Et on avait vraiment envie de les accueillir sur cette édition parce que vraiment un gros coup de cœur. Comme Asia, on avait envie de les mettre sur cette scène-là, et Prométhéane aussi. Là, on est plutôt sur un style qu'on a rarement fait à l'association, sur un peu du black death symphonique. Donc voilà, et avec tout ça avec Gorod, donc groupe de death metal prog, voilà, plutôt technique d'ailleurs, mais qui a son public, et je pense qu'on va avoir pas mal de monde aussi le samedi, ça va être une super soirée. Alors justement, ça c'est ceux qui vont conclure cette 7e édition, parce que Metal Sphere, ça commence le vendredi. Tout à fait, donc événement sur 2 jours. Le vendredi, c'est comme le samedi, hein, on va avoir 4 groupes le soir, donc ça commence à 20h et ça se finit à 1h. Là, on a la chance d'accueillir Waze qui va commencer, donc aussi un groupe plutôt du coin, mais à mi-chemin entre le 91 et le 78, qui propose un métal alternatif. Donc peut-être un genre un peu plus calme par rapport aux autres, mais une belle énergie sur scène. Le chanteur, il chante partout, il a une sacrée voix, une sacrée barbe aussi, hein. On retrouve ça, beaucoup de barbe hein, généralement dans le style métal. Et puis on a Nico Krum, un groupe que j'ai déjà un petit peu parlé. On va avoir... il y a Sidi Larsen Sidi notamment. Larsen, ouais. Avant qu'on en parle, moi je vous propose qu'on écoute un extrait. Ah super. C'est plus la tête d'affiche du vendredi soir, peut-être, j'imagine. Complètement, Sidi Larsen, c'est la tête d'affiche, super original. En tout cas, on est super content de les accueillir. On les avait accueillis il y a fort longtemps à l'association sur une tour prend l'air. Donc là, c'est un peu le retour aussi aux sources, mais côté indoor cette fois, pas en plein air. Et donc, je pense que ça va être super sympa. Et justement, d'arriver à regrouper autant de groupes avec des styles si différents, comment vous les découvrez? C'est lors de rencontres, et j'imagine que vous faites beaucoup de festivals aussi. Oui, alors durant la saison, on est quand même quelques-uns à aller voir d'autres concerts, effectivement. Il y a 2 aspects. Il y a en effet les tourneurs qui nous contactent. Ça arrive, donc qui proposent leur groupe et puis nous on regarde et puis on peut les programmer. Il y a aussi nous qui pouvons démarcher. Quand un groupe nous intéresse, on a envie de les programmer. Et puis sur tout ce qui est groupe plutôt amateur, local ou émergent. Vos studios peut-être aussi. Voilà, il y a les studios ça joue. Et puis le réseau aussi, le travail avec les partenaires, les discussions, les rencontres. Il y a un côté très humain aussi quand même, un côté d'échange et de partage dans la musique évident. Merci beaucoup Pierre-Michel Planchon d'être venu sur ce plateau. Alors le premier groupe qui va se produire sur la scène donne rendez-vous le vendredi 9 mars dès 20h.
La semaine dernière, vous les avez découverts en train d'être installés. Les voilà officiellement dévoilés. La ville de Versailles, le promoteur Nexity et le collectif Quai 36 ont inauguré hier, mardi 6 mars, les fresques sur le parvis de la gare Versailles-Chantier. 98 panneaux sur 120 mètres de palissade réalisés par 2 artistes urbains. Pour moi, c'était le plus important travail que j'ai réalisé en noir et blanc. J'ai étudié Versailles à l'école en histoire de France. L'an passé, j'ai aussi regardé la série Versailles. Comme c'est une magnifique opération et qu'ils ont pris l'histoire de Versailles, je souhaitais que ça soit pérenne. Et donc l'idée, c'est qu'après ces parois de chantier, elles intègrent dans le futur parking souterrain de chantier. Elle n'avait jamais été rejouée depuis 50 ans. Rabelais est créé par Jean-Louis Barrault en 1968 dans le contexte libertaire de l'époque. Une œuvre qui, comme son nom l'indique, rassemble l'ensemble de l'œuvre de l'écrivain humaniste français. Ce retour sur scène est à découvrir au Théâtre Montancier. Reportage réalisé avec Quentin Lefrère. Une course folle de près de 2h50 avec Gargantua, Pantagruel et Panurge. Avec Rabelais, Hervé van der Meulen vous invite à des voyages historiques et littéraires. 50 ans plus tard, le metteur en scène fait rejouer l'œuvre de Jean-Louis Barrault. C'est pas du tout pour commémorer les 50 ans de mai 68, puisqu'il avait créé ça juste après mai 68. Non, simplement, je suis tombé sur cette adaptation il y a un peu plus d'1 an, et j'ai eu un vrai coup de foudre, parce que je trouve qu'il a su condenser, non pas toute l'œuvre de Rabelais, mais en tout cas un parcours à travers toute l'œuvre de Rabelais, du début à la fin, d'une façon formidable. Il y a 50 ans, ils étaient 30 sur scène. Aujourd'hui, ils sont 19. Un spectacle de troupe où les comédiens jouent, chantent et dansent. L'appétit vient en mangeant, la soif s'en va en buvant. Je ne bois pas plus qu'une éponge. Si ma couille pisait du bidon, l'avoueriez-vous bien si c'est. Des artistes qui investissent jusqu'à la salle, se mêlant aux spectateurs. On ne peut pas l'utiliser au point où l'utilisait Barrault, parce que Barrault, qui s'était fait virer de l'Odéon en mai 68, a créé ce spectacle à la rentrée après, à l'Élysée-Montmartre, qui était une salle de catch. Donc ça se passait avec des spectateurs tout autour sur un ring de catch. Et il y avait énormément de choses dans le rapport au public. Donc dans la mesure du possible, on a essayé de le recréer ici aussi au Théâtre Montancier. Aux scènes loufoques se mêlent le genre grivois et la parole philosophique propre à Rabelais. L'humaniste aimait la vie, une vie foisonnante et vivifiante. Courir le cerf, l'ours, le sanglier, le lièvre, la perdrix, le faisan, l'outarde. Lutter, courir, sauter, nager en eau profonde, à l'endroit, à l'envers, de côté. Et toujours à propos du Théâtre Montancier, l'équipe de direction a été confirmée pour 5 nouvelles années par la mairie de Versailles. Une reconduction jusqu'en juin 2023 pour Frédéric Franck et Geneviève Dichand. Un duo misant sur une collaboration alternative entre le théâtre privé et le théâtre public. Geneviève Dichand était l'invitée de Grégory Canalé dans le 7-8 journal du mercredi 27 février. On l'écoute. Le théâtre a retrouvé vraiment une place dans l'espace professionnel. On a aujourd'hui un public qui vient de toute l'Île-de-France, 50% de la ville, 50% extérieur, dont des Parisiens. Ça, c'est une vraie satisfaction. D'accord. On a coproduit des spectacles qui tournent dans toute la France et même quelquefois à l'étranger, des spectacles qui ont reçu des prix, qui ont reçu vraiment la reconnaissance du public et des professionnels. Et donc, c'est un théâtre, c'est ça, c'est un rayonnement au-delà de la ville. L'exposition Perception et Illusion a pris fin ce week-end à la Commanderie des Templiers. Une clôture célébrée avec une performance d'improvisation musicale et de lecture. Un spectacle surprenant qu'ont pu découvrir Nicolas Dandry et Michael Midoro. Une ambiance rouge, un solo de guitare, des textes évoquant le chaos. Inspiré d'une série de photos prises par Richard Dumas en 1994 au matin de l'incendie du Parlement de Bretagne, les 2 artistes Olivier Mélano et Richard Dumas ont créé une improvisation musicale abstraite où les écrits sont les seules matières de l'œuvre. On connaît les éléments, qu'il y a le texte, ces bouts de texte, mais Richard peut les prendre à n'importe quel moment. Et on écoute l'un et l'autre et en réaction par rapport à ce qui se passe à ce moment-là. Donc on l'a jamais fait 2 fois pareil, c'est la première fois qu'on le fait de cette manière qu'avec la guitare. On s'est dit on fonce et puis on verra comment ça se passe. Il faut sentir le moment où telle parole
résonner ou entrer en résonance, en harmonie ou en résonance. Pour leur troisième représentation devant un public, les artistes ont voulu également adapter en temps réel cette improvisation face aux réactions de la salle. On prend l'ensemble des gens qui sont là, on sait ce qui est là, et on n'est pas coupé de ces gens, on n'est pas coupé des gens. C'est vrai qu'une salle, ça forme un tout. Ouais. Une recette qui a fonctionné auprès de la quarantaine de spectateurs présents à la commanderie des Templiers. C'était une performance réussie au niveau contemplatif, je dirais. Ça mêle les mots, les sens, la musique et le sens des mots. Moi, par moments, j'entendais pas tout, mais des mots comme ça qui surgissaient, comme dans un rêve, parfois comme dans un cauchemar. Le rendez-vous a clôturé l'exposition Perception et Illusion, installée pendant 4 mois à Elancourt. Le public, lui, en redemande. Pour votre coup de cœur à cinéma, on part pour Les Yeux d'Elsa à Saint-Cyr-l'École. Le coup de cœur du cinéma Les Yeux d'Elsa cette semaine, c'est les Oscars. Ce sont les Oscars qu'on a vu arriver la semaine dernière et dont nous aurons certains films dans les semaines qui arrivent. The Phantom Thread cette semaine, mais surtout le grand film qui a un peu raflé tous les Oscars cette année, La Forme de l'eau. The Shape of Water, le film de Guillermo del Toro, meilleure direction artistique pour les décors, meilleure musique pour Alexandre Desplat, meilleur réalisateur pour Guillermo del Toro et meilleur film. Et en effet, c'est un Oscar mérité. C'est vraiment, pour ceux qui connaissent Guillermo del Toro, ce réalisateur mexicain qui nous a apporté Le Labyrinthe de Pan, mais aussi Pacific Rim, par exemple, plus récemment. C'est quelqu'un qui aime les monstres, qui aime les histoires fantastiques, les histoires un peu baroques, mais c'est aussi quelqu'un qui aime les histoires d'amour, c'est quelqu'un qui aime le cinéma. Et là, dans ce film, on entre dans une Amérique des années 50, pluvieuse, noire, dans une sorte d'ambiance de film noir des années 40-50. Et puis, on va se retrouver dans une sorte de film de monstre des années 60. Et puis surtout, vous allez être pris dans une formidable histoire d'amour. Et c'est pour ça que je le conseille à tout le monde. Moi, ça a été un très très grand coup de cœur et j'espère que ce sera aussi un coup de cœur pour vous. À partir du 21 mars et pour 2 semaines, au cinéma Les Yeux d'Elsa, La Forme de l'eau de Guillermo del Toro. On poursuit ce Statut de Culture avec notre nouvel invité, Franck Villette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de L'Ombre d'un court, donc le festival du court-métrage de Julien Josas. C'est la 9e édition. Ouais. Alors, cette année, 27 courts-métrages en compétition, mais en fait, c'est plutôt la compétition officielle. Oui. Parce qu'il y a aussi... il y a aussi le scolaire. Ouais. Le scolaire qu'on fait le vendredi, matin et après-midi. Pour les écoles de la ville. Donc il y a 7 films en compétition scolaire et après 28 en compétition officielle. L'idée d'associer les enfants, de mettre ça dans les écoles, c'est aussi pour montrer qu'ils ont leur avis à donner. Oui, leur avis à donner, pour leur ouvrir aussi l'esprit sur différents thèmes, différentes histoires. Ils sont intéressés par le cinéma, ils vont voir des films d'animation en famille ou pas, et donc là ce sont des films plus courts, plusieurs histoires, plusieurs personnages, et donc on aime bien aussi leur faire découvrir tout ça. Ouais. Et il y a aussi la compétition officielle qui, elle, va être sur les 2 jours. Oui. L'an dernier, vous aviez reçu 1 millier de candidatures, le même succès cette année. Le même succès, oui. C'est vrai qu'on reçoit de plus en plus de candidatures, et là on a reçu à peu près le même nombre. Ouais. C'est toujours aussi difficile de choisir, j'imagine, pour arriver à 27 ? Oui. Oui, c'est difficile parce que on a beaucoup de choix. Et donc on essaye de... c'est toujours un avis subjectif après, mais on essaye d'être le plus juste possible. En tous les cas, nous on a une grille de sélection précise, où on s'attache au scénario, on s'attache à l'interprétation, à la qualité technique évidemment. Et donc voilà, c'est vrai que c'est pas facile. Il y a de la discussion en tous les cas dans le comité. Ça doit commencer avant, ça doit bien continuer après avec le jury, dont on parlera un tout petit peu tout à l'heure. Parce que cette année, déjà, il y a une nouveauté. Oui. Où il y a une partie spéciale sur la sélection qui a lieu à 23h30 le vendredi 9 mars. Vous allez faire une soirée de l'étrange. Voilà, on tente quelque chose cette année de nouveau. C'est la séance de l'étrange, le vendredi à 23h30.
Donc c'est un petit peu plus tard, mais on propose des films un petit peu à la programmation un petit peu plus difficile. On programme des films fantastiques, des films de science-fiction, des films d'horreur, aussi pour attirer un petit peu plus un public différent qui ne viendrait pas forcément au festival en lui-même, attirer un petit peu plus les personnes plus jeunes aussi qui sont férues de ce genre de cinéma. Parce que justement, le court-métrage, ce n'est finalement qu'une question de durée. Il y a tous les styles comme on peut retrouver dans le cinéma du long-métrage. Oui, il y a tous les styles. Nous, c'est vrai qu'on limite à 20 minutes les films qui sont en compétition. Et voilà, ça va vraiment d'une minute à 20 minutes. Et on essaye de proposer des styles et des genres différents. On a juste voulu mettre un petit zoom cette année sur cette séance de l'étrange qui, on espère, va attirer du monde parce que ça va être bien. Ça va être un peu particulier, l'ambiance et le spectacle va être particulier. Donc on espère que les gens seront au rendez-vous. Alors, qui dit festival dit bien sûr le jury, comme toujours, c'est composé de professionnels chez vous. Et le président du jury cette année, c'est le réalisateur Claude Duty, qu'on surnomme le pape du court-métrage. Oui, je ne sais pas si ça lui plaît vraiment qu'on le surnomme comme ça. Oui, c'est un spécialiste du court-métrage. Ça fait depuis 1974 qu'il en réalise. Claude Duty, il a réalisé Filles perdues, cheveux gras, notamment, avec Marina Foïs, Bienvenue au gîte, Chez nous, c'est trois. Donc, il a aussi réalisé du long-métrage. Et il participe, il est le collaborateur du festival de Clermont-Ferrand, du festival des Arcs et du festival de Trouville. Donc c'est quelqu'un d'aguerri. Il a l'habitude des festivals et du court-métrage surtout. C'est ça qui est important. Il anime des débats et des tables rondes dans ces festivals et il sait de quoi il parle. Donc. Justement, c'est quoi, si en quelques mots, la particularité d'un court-métrage? Il faut aller vite, rentrer vite dans l'histoire? Il faut aller vite, être vraiment très efficace dans l'histoire et dans la compréhension évidemment et oui, vraiment l'efficacité le plus rapidement possible. Et comme toujours chez vous, vous favorisez l'échange. À chaque fin de projection, il a la rencontre avec les équipes des films. C'est important aussi Oui, c'est important que les réalisateurs, les équipes de films viennent parler de leur œuvre. Et donc on leur laisse la possibilité d'avoir cet échange et ça aussi ça intéresse le public d'avoir des renseignements sur le film, sur l'histoire, sur comment ça s'est passé, sur l'origine des projets. Donc on permet cet échange avec les réalisateurs à la fin, après les projections. C'est souvent un format qu'on voit moins. De temps en temps au cinéma, c'est diffusé avant les longs métrages. Mais à la télé, on en voit peu. On en voit peu à la télévision. Il y a quelques émissions spécialisées sur le service public notamment et sur Arte. Au cinéma, il y a de moins en moins de films. MK2 le faisait encore récemment, mais c'est de plus en plus rare d'avoir un court-métrage en première partie. Qui est pourtant un art qui est un art en lui-même. Et en parlant de rencontre, j'en profite pour mettre l'accent aussi sur la rencontre avec le jury qui va avoir lieu le samedi après-midi, c'est à 16h30. Donc là aussi, j'invite tout le monde à venir parce qu'il y aura un échange, justement parler d'échange. Le public pourra échanger avec les membres du jury qui parleront de leur parcours et de leur carrière. Et il y aura des projections de films avec les membres du jury. Voilà, donc il y aura Claude Duty, il y aura Jean-Louis Tribe, qui est acteur et metteur en scène, qui a fait pas mal de télévision et de cinéma. Il y aura David Scherer, qui est aussi maquilleur et créateur d'effets spéciaux, et Colline Dinka qui est actrice. Et tout ça se terminera le samedi vers 23h, puisque ce sera la cérémonie de clôture avec la remise des prix. Et il y en a 10 à remettre cette année. Il y en a une dizaine, c'est ça. Il y a le grand prix du jury, le scénario, la mise en scène, l'interprétation. Il y aura aussi, nous, au film à venir, au festival, on fait un prix coup de cœur. Il y a le prix des écoles et le prix du public. D'où l'intérêt des échanges aussi pour bien comprendre le travail des équipes. Merci Franck Villette. Alors le festival L'ombre d'un cours débute vendredi 9 mars. Première projection à 20h. On passe maintenant à notre agenda. Au Prisme, jeudi 8 mars, Juliette vous parle des années d'une jeunesse libre, les trajets Solex, les tubes de lait concentrés et le son des Pink Floyd, levé de rideau à 20h30. Au Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines, Elgueux, un patriarche respecté et craint fête ses 60 ans. Famille et amis sont réunis, un secret de famille est révélé extrait.
Christian, tu me manques. C'est toi qui joues de la musique. Je joue plus de musique, Christian. J'aime les gens, mais j'en ai peur. J'aime pas vraiment les grandes maisons. Si vous êtes plutôt musique, les amis de l'orgue de Coignères vous donnent rendez-vous dimanche 11 mars. La violoniste Hildegarde Fesneau et l'organiste Raphaël Arnaud jouent Handel, Vivaldi et Reinberger. Et toujours à Coignères, les malins plaisirs jouent avec les proverbes. Chacune des courtes comédies illustre un proverbe connu, au public de deviner extrait. Sentir percer ton cœur, âme vile, âme ingrate. Non, monsieur, attendez, c'est pas encore là le moment de tuer. Quoi? Adieu. Il dit adieu, puis après il dit ça. N'attendez point de grâce, vous périrez. Non, vous périrez. Non, monsieur, non. Mais monsieur, il faut bien que je tue quelqu'un. Mais non, mais... C'est la fin de ce 7 Culture. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain.